Mesdames, je ne sais pas si Dimitri marche, oui. Mesdames et messieurs, cher Daniel, je prends la parole aujourd'hui au nom du vice-recteur, directeur général des enseignements, retenu par une autre réunion. Il vous félicite pour votre implication et celle de tous ceux qui se sont investis à vos côtés pour faire de ces différents séminaires de formation et de ces conférences une parfaite réussite. Je pense plus particulièrement également aussi à monsieur Jean-Yves Cartonneau, sans oublier la direction de l'enseignement de la Nouvelle-Calédonie, les directions provinciales de l'enseignement et toute l'équipe de madame Isabelle Chamorro, membre du gouvernement en charge de l'enseignement. Au tout début du transfert de l'enseignement du second degré à la Nouvelle-Calédonie, un rapport de l'inspection générale de 2013, le traitement de la grande difficulté au cours de la scolarité obligatoire, avait retenu toute notre attention. Les auteurs, Jean-Pierre Delovier et Gérard Sora, ont précisé que la réduction de la grande difficulté passe inévitablement par une réponse réellement personnalisée de la maternelle à la classe de seconde, par la mise en cohérence des aides autour de l'élève, du maître et de la classe dans le premier degré, par un changement profond de l'organisation et du fonctionnement du collège pour l'adapter aux situations de grande difficulté, de faire de la SECPA une voie d'inclusion et de placer au cœur de la formation la réponse à la diversité des besoins. À l'aube des discussions sur la nouvelle organisation statutaire de la Nouvelle-Calédonie, une réflexion sur la grande difficulté scolaire et l'adaptation en Nouvelle-Calédonie nous semble particulièrement pertinente pour nourrir les réflexions de la communauté éducative. La conférence animée par M. Daniel Beauvais, responsable de formation d'un institut public de l'enseignement supérieur, avec plus de 30 ans d'expérience pour la majorité dans le domaine du handicap et de l'adaptation scolaire et des publics sous main de justice, abordera la question de la caractérisation des élèves de SECPA dans une approche historique et critique. L'inscription des formations dispensées en SECPA dans les références communes d'enseignement du collège interroge l'enseignement qui est dispensé auprès des élèves en grande difficulté scolaire et engage à une réflexion sur les pratiques professionnelles des enseignants spécialisés, je vois qu'il y en a beaucoup aujourd'hui, exerçant au sein du collège, mais également dans l'enseignement du premier degré. Cette réflexion portera sur la place et le rôle de l'adaptation dans le cadre d'une éducation inclusive au sein du collège, mais va s'élargir à l'aide spécialisée proposée à l'école au regard de la diversité des publics accueillis. J'ai une forte voix, donc ah oui, pardon. Bonjour à tous, c'est Stéphane Tour, je suis le directeur adjoint de l'enseignement de Nouvelle-Calédonie. Je représente ici Isabelle Chamorro, qui vous prie d'excuser pour son absence, elle est hors territoire. Pardon, c'est madame la première vice-présidente du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, je le dis pour monsieur Beauvais qui intervient aujourd'hui. En son nom, je souhaite particulièrement remercier les divers partenaires qui ont permis la mise en œuvre de cette formation. Au premier chef desquels le vice-rectorat, qui a géré toute cette organisation, et puis bien sûr Jean-Yves Cartonneau qui en fait partie, et donc M. Beauvais qui va pouvoir intervenir, que je remercie par ailleurs d'intervenir en divers points de la Nouvelle-Calédonie, ce qui est finalement pas si fréquent lorsqu'on a la chance de bénéficier d'expertise extérieure. Et donc on peut se féliciter également de ceci. Madame Chamorro est particulièrement heureuse de la mise en œuvre de cette formation parce qu'elle répond à l'une des priorités du gouvernement, notamment indiquée dans le discours de politique générale qui a été réalisé par monsieur le président du gouvernement. Cette priorité, c'est la lutte contre les inégalités et la prise en compte et la prise en charge de tous les élèves à besoins éducatifs particuliers.
La formation que l'on a aujourd'hui, elle permet d'aller dans le sens de cette priorité. Et donc, c'est pour cette raison qu'elle m'a demandé de remercier toutes et tous de l'organisation et également de leur présence, de l'ensemble des personnes qui sont ici pour moi. Je suis particulièrement satisfait de voir les premiers et second degrés représentés, l'enseignement spécialisé, mais aussi des conseillers pédagogiques et des enseignants, ce qui montre l'intérêt que chacun de vous porte à la question des inégalités scolaires et de la prise en charge des élèves à besoins éducatifs particuliers. Je vous remercie tous pour cet événement et je remercie chaleureusement M. Bouvet. Moi, je ne veux pas d'applaudissements parce que c'est juste un peu un détail. L'intervention de Daniel Bouvet, en fait, s'inscrit prioritairement dans la formation des directeurs de CEPA pour le diplôme de directeur d'enseignement adapté spécialisé établissement. Donc, c'est d'ailleurs pour ça qu'il est venu. La dernière formation du DDES remonte à 2000. Formation qui au départ a été financée par l'Académie, et c'est le vice-recteur RDGE qui a pris le relais. Donc nous avons 4 stagiaires aujourd'hui qui sont là pour cette première promotion suivie par le DDES et qui présenteront donc à la session de juin 2024 en métropole l'examen du DDES. Il y a une seconde temporalité par rapport à cette formation, puisqu'il y a une convention qui a été signée, il y a une seconde convention qui a été signée, c'est celle qui concerne en fait des modules de formation relatifs au KPI ou à d'autres types de formation. Vous savez qu'ici, tout ce qui relevait jusqu'à présent des options A, B, C, des fonctions, etc., donc, n'est pas mis en place, il n'y a pas de possibilité forcément financièrement d'envoyer des personnes. Donc, on va aussi tisser, donc, après cette période, un deuxième, on va dire, périmètre de formation, oui, concerné via le vice-rectorat, l'ensemble des enseignants, bien que ce que disait M. Pons, c'est que les besoins vont aussi de pair avec l'augmentation du c'est pas une violence spontanée, on a des élèves qui viennent maintenant s'installer et poursuivre un parcours scolaire jusqu'au lycée. Dernier point qui est un point technique, c'est que cette conférence, comme disait Stéphane France, elle est reproduite 3 fois, donc aujourd'hui ici en province sud, le 26 en province nord, au collège de Paille-en-Douai, et le 27 à 17h au collège Laura Boulaye. Pour autant, puisque des demandes ont été formulées dans le sens où captation, il va y avoir déjà, je suis déjà sûr qu'il y aura une captation donc image et de son qui sera mise en ligne de manière à pouvoir faire bénéficier à l'ensemble des personnes qui ont pu être présentées. Je vous souhaite donc une bonne conférence, un bel après-midi, sans trop vous agiter chaud, et je laisse la parole à Daniel Bouvet. Bien. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Merci pour cet accueil chaleureux et chaud aussi à la fois. Donc, merci d'être venu en groupe pour cette conférence. Voilà, on va s'organiser comme ça. Donc, je vous propose en fait que je fasse une intervention. On va essayer de mesurer dans le temps une heure. Et puis ensuite, on passera à un débat. Parce que je pense que c'est la partie vraiment intéressante. De façon à ce que je puisse vraiment partir de vos pratiques, du contexte, puisque bon, moi c'est la première fois que je viens en Nouvelle-Calédonie, donc je vais essayer de m'imprégner au maximum du contexte. Mais voilà, même si la conférence porte sur la question de l'adaptation, c'est quand même une pratique de longue haleine. Et je pense que c'est au cours des échanges que effectivement on pourra aller un peu plus en profondeur sur la question, sur ce que c'est vraiment que l'adaptation, et puis aussi toutes les questions qui seront posées, j'espère. Voilà. Donc je travaille dans un institut qui est assuré, derrière. C'est une ancienne école de plein air, qui est un endroit magnifique, il y en a 9 en France. Voilà, c'est une école qui à l'origine, ça a son importance, hein, je ne fais pas plus de l'histoire que de l'histoire, mais c'est une école qui a été construite dans les années 35, dans une période hygiéniste, pour permettre à des élèves, à des enfants, des élèves très tuberculeux, en fait, de profiter voilà, du bon air, bon, à 80 mètres au-dessus de la Seine, et puis aussi d'une bonne nourriture et de plus d'enseignement et d'un enseignement de qualité. Voilà, donc
cette école de plein air, elle s'est vue adjointe d'un centre de formation dans les années 50. Et ce centre de formation avait comme école d'application, donc pour les enseignants formés, donc l'école de plein air. C'est un lieu d'expérimentation pédagogique. Voilà, des scientifiques de renom, je pense notamment Yves Popin, qui est décédé il n'y a pas très longtemps. Voilà, venir dans l'école pour justement enrichir la réflexion de ces élèves qui, eux, étaient assez peu mobiles. Donc, voilà, c'est un lieu vraiment historique, c'est un lieu qui a eu un second souffle il y a environ il y a 18 ans, à l'occasion d'une grande loi, mais qui ne s'applique pas sur le territoire, mais qui s'applique de façon différente. On pourra aussi en parler. C'est la loi qu'on appelle la loi handicap. Hein. D'ailleurs, annonce la question de la participation et de la citoyenneté des personnes handicapées, et qui a transformé cet établissement un petit peu ancien en un établissement de l'enseignement supérieur, hein, c'est exactement ce qui était dit par ce secrétaire général, et qui a fait que donc, on a pu intégrer, hors la formation des enseignants et des enseignants spécialisés et des directeurs de SECPA, donc des formations universitaires. Donc, je pourrais vous détailler rapidement ces formations universitaires. Ça apparaît sur le PowerPoint, on pourra le mettre de toute façon à disposition. Mais l'intérêt, alors voilà, il y a des formations d'enseignants spécialisés, on a des valences sur des champs qui ne sont pas forcément les champs usités par les ISP ou, voilà, ou la formation ici, l'IFM, parce que voilà, on va former les enseignants, M. Carpentier le redisait, qui exercent auprès de jeunes avec déficience auditive. Donc, par exemple, voilà, il y a plus qu'une initiation à la langue des signes auprès de jeunes déficients visuels. Donc là, voilà, initiation au braille, de jeunes avec des troubles moteurs, notamment autisme. Donc il y a des valences un petit peu particulières, et la chance que l'on a, c'est qu'on s'appuie voilà, sur une équipe d'enseignants-chercheurs, et ça permet en fait de nourrir voilà, effectivement les formations qu'on propose aux professionnels de l'éducation nationale. Voilà. Donc c'est un établissement qui est particulièrement dynamique, j'espère. Voilà. Alors on a changé de nom il y a très peu de temps, parce que c'était l'Institut national supérieur pour le handicap et les enseignements adaptés. On est devenu INSEI, donc il y a une idée d'éducation inclusive. Bien évidemment, le reste n'a pas changé. Mais moi, je vous invite effectivement à aller sur le site de l'INSHEA. Alors, pas pour le plaisir des yeux, c'est un endroit magnifique, hein, même s'il est un peu vieillot maintenant, mais parce qu'il y a beaucoup de ressources. Et dans ces ressources, vous allez trouver voilà, une multitude de ressources qui sont soit des ressources documentaires, des capsules vidéo, aussi des articles en ligne. Voilà, on a une revue trimestrielle qui donc, va publier tout un tas d'articles justement sur la scolarisation des jeunes handicapés ou des publics à besoins éducatifs particuliers, des publications de bibliographie notamment très intéressantes, et puis aussi voilà, quelques endroits spécifiques en fait sur ce site où plus précisément la scolarisation des jeunes avec autisme voilà, détaillée, mais aussi proposée en termes d'outils, ou des jeunes avec troubles spécifiques du langage et de l'apprentissage. Donc moi je vous invite, si vous souhaitez, aller voir un petit peu toutes ces ressources. C'est des ressources qui sont citées parfois enfin assez souvent d'ailleurs dans un site qui s'appelle Cap École Inclusive, que vous connaissez peut-être, qui recense aussi voilà, toutes les ressources pour les jeunes à besoins éducatifs particuliers. Donc voilà pour cette présentation peut-être un petit peu longue de l'INSHEA, mais juste quand même pour dire que c'est un établissement unique en France, parce que voilà, on n'est pas une INSPE, on n'est pas une faculté à part entière, même si on est dans l'enseignement supérieur. Voilà, dans le monde, c'est assez rare. Voilà, je crois qu'on a un homologue au Japon, peut-être un en Corée. Mais voilà, cette particularité, on y tient parce que ça nous permet aussi de développer toute une culture documentaire qui est mise à disposition, et puis d'avoir une véritable centration en fait, sur ces questions des élèves à besoins éducatifs particuliers, même si les entrées sont par des déficiences sensorielles, majoritairement motrices, spécifiques de l'autisme. Voilà, on est quand même voilà, une sorte
de sanctuaire en fait de la formation, formation aussi des inspecteurs des UNASH, des inspecteurs spécialisés, avec donc l'IA2EF, qui est l'école de formation des cadres de l'éducation nationale. Voilà. Donc juste un petit bref aperçu de ma carrière. Donc j'ai été enseignant spécialisé et puis directeur de SECPA, et puis après formateur, responsable de formation et majoritairement responsable de la formation des enseignants qui travaillent en SECPA et aussi au milieu carcéral. Voilà. Et alors, une particularité aussi de l'institut dans lequel je travaille, j'étais aussi responsable d'une formation de travailleurs sociaux, d'éducateurs techniques spécialisés, voilà, qui sont des professionnels qui vont exercer dans des institutions pour la formation professionnelle des jeunes handicapés. Voilà. Donc, c'est un petit peu de ce point de vue que je parle. Or, effectivement, l'expérience qui a été mon expérience d'enseignant, on ne sait pas, mais aussi auprès de jeunes avec troubles moteurs, voilà. Donc, là, effectivement, monsieur le secrétaire général introduisait le propos en disant que voilà, il y a quand même une particularité des élèves en grande difficulté scolaire. Donc, on va essayer de faire un zoom quand même sur qu'est-ce que ça revêt, en fait, cette question de la grande difficulté scolaire, qui est quand même une pseudo-catégorie à mieux définir. Et j'essayerai autant que possible, et j'espère que dans les échanges, on pourra effectivement revenir là-dessus, de faire un zoom sur la Nouvelle-Calédonie pour voir effectivement si c'est pas une idée de comparer, mais d'essayer de comprendre en fait pourquoi il y a telle et telle différence, notamment dans la scolarisation des jeunes que l'on va retrouver dans les SECPA. Il y a une quinzaine de SECPA sur la Nouvelle-Calédonie, hein, donc ça fait quand même un nombre conséquent d'élèves. Donc voilà, on va faire vraiment un zoom sur la caractérisation de ces élèves, de façon à essayer d'en retenir peut-être quelques spécificités de ces élèves qui ont grande difficulté scolaire, et peut-être à partir de cela, d'essayer de voir quelles sont les pratiques professionnelles, les positionnements, les postures qui découlent en fait de l'enseignement à ces publics. Bien évidemment, ça a été annoncé hein, par les personnes précédentes, l'idée c'est peut-être par cette entrée qui est un peu univoque, de penser d'une façon plus générale qu'est-ce que c'est que l'adaptation, parce que là, il est vrai que l'adaptation, on l'entend communément, ça représente la SECPA, les EREA qui sont des établissements avec internat en France, et ça sur les territoires et départements d'outre-mer, et aussi ce qu'on appelle le RASEN, mais qui s'appelle un peu différemment ici. Sauf que, voilà, l'idée, c'est qu'évidemment, à partir du geste professionnel identifié, de définir aussi ce que c'est que l'adaptation, notamment pour des publics à besoins éducatifs particuliers, et notamment en situation de handicap. Voilà. Donc ça définit quelque part en fait la professionnalité des enseignants spécialisés, qui sont quelques-uns dans l'audience, pour voir un petit peu quels sont j'allais dire presque les gestes premiers en fait, hein, qui sont ceux des enseignants spécialisés et qui faire quand même voilà, des gestes ordinaires d'un enseignant, ou alors qu'il s'agit de conscientiser de façon à apporter une attention vraiment très très particulière justement sur ces gestes professionnels. Voilà. Alors, donc, qui sont ces élèves de SECPA voilà. Je vais faire un petit, ça a été annoncé hein, par le secrétaire général, je vais faire un petit retour en fait sur l'histoire en fait de cette grande difficulté scolaire, parce qu'on s'inscrit dans une histoire. Je vais juste citer Alexis Tocqueville qui disait « Quand le passé n'éclaire plus l'avenir, l'esprit marche dans les ténèbres ». Là, on a intérêt quelque part à voir d'où viennent en fait ces élèves et d'où vient cette structure. Voilà, historiquement, un ministre de l'Éducation nationale, de l'instruction à l'époque, en 1959, décide de prolonger la scolarité des élèves de 14 à 16 ans. Voilà, il y a toujours à 16 ans, hein, même s'il y a une obligation jusqu'à 18 ans de formation. Et voilà, ça veut dire qu'il va falloir que tous les élèves qui étaient hors du système scolaire entre 14 et 16 ans soient accueillis dans certains lieux.
certains lieux. Alors, ces lieux, il y a peut-être des lieux qui existent déjà, parce qu'il y avait déjà parce que, évidemment, c'est la question de la promotion sociale qui est en jeu, parce que les élèves qui sortaient du système scolaire à 14 ans, c'était bien évidemment les élèves les plus défavorisés. Hein, pour les autres, ils allaient au lycée, c'est la voie royale. Là, en l'occurrence, il s'agit, pour ces élèves qui allaient directement dans la voie active, de les maintenir à l'école jusqu'à, effectivement, à 16 ans, voire plus. Donc là, le défi, c'était de les accueillir. Alors, globalement, voilà, ces populations sont des populations qui étaient en difficulté scolaire, voire en échec, voire dans la déficience. C'est aussi, alors je ne sais pas si ça existe en Nouvelle-Calédonie, on l'appelle notamment les classes de perfectionnement, qui accueillaient au-delà du CM2, donc dans les écoles ordinaires, des jeunes qui n'allaient pas en sixième, tout simplement. Donc, voilà, donc il y a peut-être des élèves qui avaient j'allais dire, un niveau scolaire préservé, mais qui allaient directement en activité, puis d'autres qui, effectivement, voilà, avaient quand même des grandes difficultés, on va le dire comme ça, et donc on va essayer de cerner un petit peu mieux l'origine. Alors, à cette occasion, alors la réforme est 1959, mais c'est pour des élèves qui ont 6 ans, donc elle va s'appliquer vraiment à la rentrée de 1967. Donc, au sein des collèges, on va créer des SES, des sections d'éducation spécialisée. Voilà. Et ces SES, elles vont accueillir des élèves qui sont porteurs d'une déficience. Et ainsi que, effectivement, c'est défini avant que, effectivement, on parle de grandes difficultés scolaires. Et c'est important parce que cette origine, en fait, des élèves va traverser l'histoire. Elle traverse les professionnels, elle traverse les familles, elle traverse les jeunes. Et il y a toujours quand même, et je sais que notamment les directeurs de SECPA qui sont présents et les équipes, les professionnels de la SECPA agissent justement pour que cette image, qui est une image assez péjorative, elle soit largement dépassée. Et d'ailleurs, dans les cours de récréation, entre eux, les élèves sont pas contents. Et puis, voilà, il y a vraiment une question importante parce que à l'origine, ces élèves étaient, voilà, réputés dans la déficience débile léger. Débile léger. Alors, c'est une pseudo-catégorie, ça n'existe pas du tout. Hein, si on a les références internationales de l'OMS, ça n'existe pas. Cette pseudo-catégorie, elle bascule à un moment quand le seuil de la normalité passe d'un niveau à un autre et on va se retrouver précédemment avec des élèves donc avec une déficience intellectuelle légère et puis maintenant avec des élèves en grande difficulté scolaire. Bon. Ce qui ne simplifie pas forcément les choses parce que quelque part, objectivement, cette grande difficulté scolaire, il va falloir réussir à la définir. Et c'est aussi un des enjeux, un des défis, justement, de pouvoir cerner en fait quel est le profil de ces élèves. Donc, on va essayer maintenant voilà, donc les CES et les SECPA sont des structures, puisque ce sont des structures hein, au sein du collège. Hein, c'est la particularité, c'est pas un dispositif. C'est des structures anciennes, c'est d'ailleurs les structures spécialisées les plus anciennes du système éducatif français. Donc ça, c'est tout à fait étonnant. Mais ça veut dire qu'il s'agit vraiment de s'y attacher. Tout à l'heure, Monsieur le secrétaire général citait un rapport de 2013, il y a un rapport de 2018 de 2 inspecteurs fédéraux, Després et Abraham, qui vraiment reconnaissent en fait l'expertise de la SECPA. Et là, c'est vraiment extrêmement intéressant. C'est-à-dire que cette mise à l'écart, quelque part, elle aurait pu être source d'appauvrissement. Non, en fait, elle a été justement source d'expérimentation pédagogique pour déboucher vers en fait cette adaptation. Alors, le passage à l'adaptation, il s'est fait comment? Précédemment, entre 1967 et puis 1990, élèves particuliers, donc programme particulier. Voilà, c'est comme ça. À partir du moment où effectivement on bascule sur de la grande difficulté scolaire, les références sont communes, c'est-à-dire que les références programmatiques du collège deviennent les références programmatiques de la SECPA. Alors que précédemment, il y avait des programmes à part qui avaient été composés assez rapidement, mais qui est, pour les étudiants de l'IFM, sans doute si je vous parle de Piaget, ça vous rappellera des souvenirs, mais en disant que voilà, ces jeunes n'étaient pas en mesure de dépasser le stade des opérations concrètes, c'est-à-dire surtout pas parler d'abstraction sous toutes ses formes, et qu'ils voilà, ils étaient bloqués, il n'y avait aucune espérance en fait d'aller plus loin, ce qui fait que les programmes du collège leur étaient complètement inaccessibles. Évidemment, l'histoire a démontré le contraire, et largement,
mais voilà, les textes de 67, c'est du Piaget copier-coller. Hein. Donc, maintenant, il y a eu quelque chose d'autre qui s'est développé parce que justement l'expérimentation a montré, les enseignants ont dépassé largement en fait les prescriptions programmatiques et ont permis de voir que ces élèves pouvaient aller vers voilà, des références d'enseignement qui étaient les références du collège notamment. Voilà. Donc, il a fallu se confronter en fait à des références, à des programmes du collège, et puis non pas adapter ces programmes, mais adapter l'enseignement. D'où effectivement l'apparition de l'adaptation et le titre de la conférence qui est effectivement de cette question du passage de la grande difficulté scolaire. Donc, Daniel, tu repars à zéro. Merci. Voilà. Voilà. Alors, donc, j'ai juste parlé un petit peu des textes qui encadrent en fait justement les SECPA notamment. Donc, les SECPA, effectivement, les élèves, ce sont des élèves en grande difficulté scolaire. Alors, ça a un peu varié. Elles étaient graves et durables, elles sont devenues graves et persistantes. Bon, sur le fond, ça ne veut pas dire grand-chose. Il y a peut-être aussi quelque chose qui est intéressant, c'est qu'on exclut. Après, le Barbisson, c'est ordinaire. Désolé, hein. Je vous en prie. Non, mais c'est bien. Alors voilà, je continue. Mais le texte, en fait, définit aussi en excluant certains profils d'élèves, en disant qu'on va avoir en SECPA notamment des élèves qui ne maîtrisent, enfin, on va exclure les élèves qui ne maîtrisent pas la langue française, les grosses difficultés à maîtriser la langue française, et ceux qui ont des troubles du comportement. Bon, la réalité, il faudra la voir de près et puis voir si effectivement, alors certainement qu'il y a une spécificité due aux langues en Nouvelle-Calédonie, mais globalement, quand même, on va rencontrer pas mal d'élèves, une bonne proportion, même si ce n'est pas dénombré, mais d'élèves qui effectivement ont alors peut-être des difficultés de comportement, c'est peut-être pas des troubles du comportement dans la mesure où ils sont aigus et durables, mais quand même, voilà, il y a quelque chose qui fait que certains élèves qui n'ont pas leur place au collège, parce que effectivement, voilà, il n'y a pas de classe qui accueille des jeunes migrants, par exemple, ou parce qu'évidemment, il n'y a pas de place pour les jeunes adultes de comportement, et heureusement, bon, ça serait une vraie poudrière. Donc, on se retrouvait en SECPA. Et la deuxième chose, et puis je pense que là aussi, c'est quelque chose qui est très spécifique à la Nouvelle-Calédonie, c'est le fait que certains élèves, voilà, qui là, véritablement présentent des troubles cognitifs, même si c'est vraiment des troubles relativement légers, c'est aussi reste un petit peu à creuser. Manque de structure, eh bien, notamment d'établissements spécialisés, c'est un petit peu le cas en Nouvelle-Calédonie. Donc, ces populations-là vont se retrouver donc, au sein des SECPA. Donc, voilà, originellement, c'est la grande difficulté scolaire, elle est un peu mal définie, on voit. Et puis, alors, on dit effectivement, ce sont des élèves qui n'ont pas atteint le niveau cycle 2, voilà, c'est quand même relativement vague, hein, ou alors pas complètement le cycle 3. Ça reste quand même relativement vague, et ça interroge de toute façon les outils dont on va se servir pour orienter ou préorienter, ça c'est intéressant, c'est une préorientation en classe de 6e pour orienter donc les élèves vers la SECPA, c'est-à-dire de quoi on dispose comme données pour orienter objectivement, et là j'insiste sur le mot objectivement, donc les élèves vers la SECPA. Donc ça, c'est pas, voilà, c'est quelque chose qu'on rencontre partout, mais qui aussi est à l'origine, voilà, un manque de clarté, moi je trouve, des circulaires, parce que là, on ne peut pas rentrer on ne peut pas avoir une entrée médicale, on ne peut pas se contenter en fait d'une mesure, notamment de coefficient intellectuel, mais bon, on sait que c'est assez dominant en fait dans les procédures d'orientation vers les 6e de SECPA notamment, mais que voilà, il va falloir avoir des éléments beaucoup plus objectifs, notamment sur la question du niveau scolaire et des niveaux de compétences. Donc, alors, et puis la dernière chose, c'est aussi qui fait que ces populations d'élèves de SECPA, elles sont pas, voilà, elles sont très hétérogènes,
c'est aussi la capacité qu'aurait le collège à accepter des élèves en difficulté. Et là, je dis bien en difficulté scolaire et non pas en grande difficulté scolaire, parce que le distinguo, il existe, mais là, il faut effectivement pouvoir analyser finement en fait, les compétences des élèves pour voir ce que c'est effectivement cette grande difficulté scolaire, qui n'est pas du retard, qui est normalement à plus de 18 mois par rapport à l'âge, etc. Mais voilà, donc il y a aussi au sein des collèges, est-ce que les professeurs de lycée et de collège ont été formés, sont en capacité à accueillir cette hétérogénéité d'élèves. Et là, on le voit d'ailleurs très, très clairement au niveau de la Nouvelle-Calédonie, mais aussi tous les départements et territoires d'outre-mer, qu'on a une proportion d'élèves de SECPA par rapport à la population du collège qui est au-delà de 3,5%. C'est unique. Dans les autres académies, on va descendre jusqu'à 1 à 1,5%. Alors évidemment, on va interroger d'autres raisons que celles que j'ai évoquées. Et là, on va venir sur une question qui est liée en fait à l'origine des élèves, et notamment aux catégories socio-professionnelles des parents. Donc là, je vais prendre quelques chiffres quand même pour vous montrer qu'il y a quelque chose en fait de tout à fait particulier qui fait que voilà, on a quand même ces élèves sont issus d'un milieu socioculturel, pour ne citer que ça, qui est vraiment différent des élèves du collège. Premièrement, ils sont déjà, il y a 60% de garçons, 40% de filles. Ça, c'est déjà quand même une constante partout dans les territoires. Alors, en France métropolitaine, les jeunes issus d'immigration sont surreprésentés. 17% en SECPA, 10% au niveau du collège. Et maintenant, quand on regarde effectivement l'origine socio-professionnelle et les diplômes des parents, effectivement, voilà, il y a aussi des différences vraiment significatives. Alors, il y a aussi quelque chose qui est très important, c'est que c'est le niveau des familles inactives, c'est-à-dire bon, parfois, enfin, souvent même des familles monoparentales. Mais là, effectivement, on a un pourcentage assez important de familles de milieux vraiment défavorisés à très défavorisés. Mais ça, c'est un constat qu'on doit aussi comparer au constat de la Nouvelle-Calédonie. C'est-à-dire qu'en gros, sur la France métropolitaine, on est à 30-32% dans les CSP de défavorisés à très défavorisés. Ou alors, si on est sur les inactifs, 30%, peut-être un peu moins, 27%. En Nouvelle-Calédonie, on est à 54% d'inactifs chez les parents. Donc là, il y a quelque chose qui, quand même, est aussi particulier et qui, alors, évidemment, toutes les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, c'est-à-dire le manque d'établissements spécialisés, la question, effectivement, d'orientation et puis des critères d'orientation, le manque de formation peut-être des PLC pour accueillir cette difficulté scolaire, et bien malgré tout, il y a quand même quelque chose qui s'ajoute et qu'il faut prendre en compte, c'est-à-dire c'est effectivement cette prégnance en fait des origines des parents et des milieux culturels, socioculturels, économiques défavorisés. Voilà. Donc ça, voilà, je voulais faire un petit zoom là-dessus parce que ça veut dire que il me semble que quelque part, en fait, ça revient un petit peu d'ailleurs au rapport de 2018 que je cité tout à l'heure et qui dit qu'en fait, dans effectivement les situations des élèves, il y a 3 points saillants. Il y a un manque partiel ou total d'un cadre familial et éducatif installé, hein, premièrement. Deuxièmement, des difficultés à se repérer et à faire face aux contraintes de fonctionnement et à l'organisation mise en œuvre aussi des collèges et de la SECPA, évidemment. Difficulté à vivre ensemble, à tisser des liens. C'est-à-dire que moi, pour moi, ces 2 derniers points, c'est-à-dire la difficulté à se repérer face aux contraintes d'un milieu, et puis la deuxième chose, la difficulté à vivre ensemble, ce qui va un petit peu ensemble, et bien, je trouve que là, ça renvoie quand même à des compétences spécifiques psychosociologiques des élèves, et notamment la question du vivre ensemble. Et qui sont, bien évidemment, on peut les mettre en place dans les apprentissages des disciplines, mais quelque part, il y a une attention particulière voilà, à ces compétences qu'il va falloir travailler comme des objectifs et non pas comme des moyens. En fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très, très particulier. Voilà. Alors, je veux juste aussi parler quand même des parents, parce que ces catégories socio-professionnelles des parents font que les parents ont souvent un rapport très, très délicat à l'école. Et parce qu'eux-mêmes, parfois, ont été en échec
échec, et que voilà, pour les enseignants spécialisés, c'est évidemment le challenge, c'est de ne pas les disqualifier, de reconnaître leurs compétences et de les réintroduire dans leur parentalité. Donc ça aussi, c'est quelque chose, vous voyez, qui est un geste ordinaire, j'allais dire des enseignants, mais qui a une importance toute particulière, parce qu'il s'agit évidemment de veiller aux apprentissages des élèves, mais aussi faire en sorte que les parents se remettent dans un rôle éducatif et un rôle de parents. Voilà. Mais on pourra revenir là-dessus, parce qu'effectivement, là, il y a quelque chose de ce rapport très très particulier des parents qui ont parfois connu la SECPA, fait que, effectivement, aller à l'école pour évoquer effectivement le projet des jeunes et ou venir d'ailleurs quand on est convoqué pour un conseil de discipline, ben, ça renvoie souvent à des passés extrêmement douloureux. Voilà. Donc, je vous ai dit effectivement assez rapidement ce qu'il en était des écarts au niveau socio-professionnel. Quelques instants parce que voilà. Alors, donc cette déprivation culturelle, voilà, ça c'est un terme qu'emploie voilà, un psychologue qui s'appelle von Feuerstein. Alors, je vais peut-être en dire juste deux mots. Alors, pour ceux qui sont actuellement en formation à l'IFM ou à l'INSPE, etc., on peut sans doute entendre parler de Vygotsky, qui lui voilà, met en avant la dimension sociale de l'apprentissage. C'est-à-dire que comparativement à Piaget, et pour aller vite, le socio-constructiviste, il dit que l'apprentissage il se fait notamment par le groupe. Voilà, c'est quelque chose qui est tout à fait important. D'ailleurs, c'est intéressant parce que Robert Feuerstein, il a été l'élève de Jean Piaget. Mais il a pu travailler avec des populations d'enfants qui étaient en forte déprivation justement culturelle, telle que je la disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il a travaillé notamment avec des enfants de la Shoah, c'est-à-dire des enfants dont les parents étaient disparus dans les camps de concentration. Donc à la suite de ça, il a en fait défini cette notion en fait de déprivation culturelle et il a essayé en fait à partir de cette notion de déprivation culturelle de voir avant même l'acte pédagogique quelque part quelles sont en fait les médiations qu'un enseignant va pouvoir mettre en place de façon à ce qu'effectivement l'élève puisse entrer dans les apprentissages. Et là, vous voyez qu'on est un petit peu, en gros, si on se réfère à une séance, on est au début de la séance, tout début de la séance, voilà, l'élève, c'est pas le bon élève, c'est pas l'élève qui connaît son métier d'élève au sens Philippe Pernoud, il parle du métier d'élève. C'est-à-dire que l'élève, il se pose pas la question à quoi ça va lui servir. De toute façon, on lui a dit d'aller à l'école, et puis certains savent pourquoi, mais bon, il va se conformer aux normes. Là, c'est pas le cas d'élève de SECPA. C'est-à-dire qu'il va falloir l'enrôler, comme dit Jérôme Brunner, effectivement, dans l'apprentissage. Et c'est là que c'est extrêmement compliqué. Ça veut dire que quelque part, il y a une autre dimension du geste professionnel qui doit être développée. Alors, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas une dimension qui va être aussi intéressante pour tous les élèves du collège, mais c'est quelque chose qui est déterminant. Alain Moal, qui était professeur de psychologie cognitive à Paris 5, voilà, lui, il le présente un petit peu différemment. Il parle du niveau cognitif et il dit qu'en fait, c'est le moment où les élèves, en tout début de séance, ils vont accumuler un petit peu comme une batterie d'énergie qui va leur permettre d'aller jusqu'au bout. Et là, c'est quelque chose qui est complètement déterminant au bout de la tâche, au bout de la séance. Ça, c'est quelque chose de complètement déterminant pour les élèves de SECPA, c'est-à-dire que si on ne fait pas attention, et là, je vais citer deux médiations parmi toutes les médiations que cite Robert Feuerstein, qui sont, à mon sens, complètement déterminantes. Voilà. Voilà. Donc, la première de ces médiations, c'est celle qu'on appelle la médiation. On vous donnera quand même les références, hein, pour que vous puissiez aller voir dans la littérature et ce que dit notamment Feuerstein. C'est ce qu'on appelle la médiation de l'intentionnalité et de la réciprocité. Et ça correspond donc à ce que Jérôme Brunner appelle l'enrôlement. C'est-à-dire que
les deux critères, intentionnalité et réciprocité, sont complètement imbriqués les uns dans les autres. C'est-à-dire que, au début de chaque séance, peut-être même de chaque séance, oui, il y a une nécessité pour un enseignant spécialisé, mais peu importe le public, hein, c'est aussi bien pour des jeunes en situation de handicap que pour des jeunes de SECPA, d'évoquer les objectifs, les finalités, les buts des interventions, mais surtout de s'assurer qu'elles sont comprises, elles sont partagées, elles sont entendues par les publics auxquels ils ont affaire. Donc voilà. Et puis, comment on peut s'assurer effectivement que voilà, le public et les élèves comprennent et partagent en fait les intentions pédagogiques que l'enseignant a, bah, c'est simplement parce que voilà, on va avoir peut-être une série d'interrogations, de questions qui vont permettre à l'élève en fait de s'impliquer, enfin de voir où on part. Et ça, c'est à répéter pratiquement à chaque fois. Ça veut dire aussi que bah, si c'est une séance dans une séquence, il va falloir aussi faire le lien avec la séance précédente. Sinon, voilà, après, il y a aussi la question de la remise en mémoire. Donc là, il faut faire un peu le chemin des éléphants, que j'appelle un peu comme ça, c'est-à-dire retracer en fait le chemin vers la précédente séance, de façon à ce que les élèves puissent voilà, se remettre dans le contexte. Donc, voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est important parce que quelque part, la relation pédagogique, elle va se construire à partir d'une contractualisation. Je te propose ça, tu y adhères, tu le comprends et tu t'y engages. Voilà. Alors, ça, évidemment, c'est un geste professionnel qui est tout à fait fin, mais qui permet aux élèves aussi de poser des questions. Alors, peut-être qu'ils ne vont pas les exprimer, mais au tout début des apprentissages, voilà, il y a cette question, et moi je cite souvent Dewey qui dit que toute leçon doit être une réponse à une question. Voilà, donc on est là à un moment, il faut réussir à ce que les élèves aient un questionnement, c'est-à-dire que quelque part, leur attention est éveillée. Donc ça, c'est important. La deuxième chose, c'est la recherche. Je vais reprendre que deux médiations au début des séances sur les trois, parce que ça serait trop long, et puis après, il y en a 12 de médiations, donc ça serait peut-être un petit peu long, mais si c'est plus près. La deuxième des médiations, c'est celle qu'on appelle la recherche des significations, c'est-à-dire, ça veut dire comment, en fait, l'élève a trouvé son propre sens dans ce que lui propose l'enseignant. Voilà. C'est-à-dire que, quelque part, ça va lui permettre de renvoyer à sa propre culture, à son propre oui, rapport à l'apprentissage. Et ça, effectivement, c'est important c'est un peu du pourquoi, en deux mots, ou pourquoi pour travailler sur les différentes significations. Je vais juste vous citer un exemple pour que ça soit un petit peu moins abstrait, en fait. Par exemple, la question des significations quand on parle d'une croix. On a la croix rouge, la croix de la pharmacie, pour les élèves, la croix de l'addition. Voilà. Donc, c'est effectivement les différentes significations qu'on va attribuer à certains actes sur le moment. Et c'est vrai que le déprivé culturel, c'est bien souvent celui qui est dans un milieu aussi où on ne nomme pas les choses. On ne peut pas faire de caricature, mais c'est aussi un milieu où la parole est absente. Et on ne va pas donner de sens aux apprentissages, un truc tout bête, hein, pourquoi on s'est dedans. Donc, déjà, on part du principe que c'est là, mais pourquoi on s'est là? Tous les parents disent pourquoi. Et puis après, il y a tout un tas de techniques, en fait, pour. Mais la déprivation culturelle fait qu'on fait les choses, mais on ne les explique pas. Donc, il n'y a pas cette médiation que les parents apportent. Donc, effectivement, là, cette médiation, c'est une médiation nécessaire pour dire pourquoi on les fait et que ça prenne du sens pour les élèves. Voilà. Donc, ça réinscrit en fait l'élève dans sa culture d'appartenance. Donc, voilà, il faut bien se dire qu'effectivement, un parent médiateur, mais un parent ordinaire, il apprend toujours en donnant du sens en fait aux gestes éducatifs qu'il va même parfois imposer aux jeunes, mais aux enfants. Mais ce n'est pas tout à fait le cas, notamment quand on est dans des contextes de déprivation culturelle. Voilà. Il y a un autre. Voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même passer à un autre geste professionnel et une autre médiation. Mais là, ce n'est pas une médiation qui est universelle, parce que ça, ce que les deux premiers critères que je viens de vous parler, ça marche tout le temps dans toutes les situations, et peu importe en fait les cultures. Le troisième, je vais vous parler de la médiation qu'on appelle la médiation du sentiment de compétence. Voilà, c'est forcément très important quand on travaille avec des jeunes en situation
l'échec et qui ont de ce fait pas la capacité à s'estimer, c'est-à-dire à reconnaître leur valeur. Donc ça, c'est vraiment important. Donc, on sait très bien que cette conscience de ces compétences est un facteur de motivation. Hein, l'estime de soi et motivation, c'est extrêmement lié. Voilà. Donc, ici, il s'agit à chaque fois, effectivement, d'essayer de réinstaurer donc, une image positive de soi. Voilà, comme de le réintroduire dans son potentiel aussi à s'investir dans des apprentissages. Sauf qu'effectivement, selon les cultures, ce sentiment de compétence, il va être réel, incarné ou pas. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de cultures dans lesquelles l'enfant, il n'existe pas en tant qu'individu, il est dans un groupe. Et dans ces cas, le sentiment, ce que notamment les Québécois appellent aussi le sentiment de personnel, eh bien, il n'existe pas. Et à contrario, on peut citer des sociétés beaucoup plus individualistes qui valorisent complètement voilà, l'individu et qui n'inscrivent pas à ce niveau-là dans le groupe. Là, j'ai eu la chance de travailler un petit peu partout dans le monde. C'est vrai que, enfin, au moins dans les projets, mais voilà, ce sentiment de compétence, ce n'est pas quelque chose qui est universel. Et il n'est pas forcément. L'enfant, il n'est pas un individu partout. Donc, la question de ses compétences, ce n'est pas une question première. Voilà. Donc là, j'ai essayé de faire un petit zoom assez rapide sur cette question en fait, de la spécificité en fait, des publics de secteur, qui sont quand même des publics extrêmement particuliers, il me semble, et de par cette déprivation culturelle, j'espère d'ailleurs qu'on pourra échanger par rapport effectivement à la question calédonienne, qui est vraiment voilà, une culture, une dimension sociétale que moi, je connais extrêmement, du moins depuis un petit peu depuis 5 jours, pas plus. Hein. Mais voilà, je pense que ça sera intéressant de pouvoir échanger avec vous justement. La deuxième chose, j'ai toujours pas parlé d'adaptation, parce que voilà, l'adaptation, c'est quoi? C'est-à-dire, est-ce que vraiment l'adaptation, ça renvoie à une pédagogie particulière ou est-ce que c'est complètement autre chose? Moi, j'aime bien me référer à Roland Guagou, avec lequel j'avais fait il y a 2 ans un dossier sur la secta, et qui parlait de pédagogie éclectique. J'aime bien ça. J'aime bien ça parce que, voilà, en fait, bien sûr, dans une démarche pédagogique raisonnée, eh bien, on va prendre ce qui fonctionne. C'est assez. On dit comme ça. Bien évidemment, ça veut dire que derrière, il y a quand même des démarches pédagogiques qui sont réfléchies, bien évidemment. Mais il ne s'agit pas d'avoir une pensée binaire, qu'on a trouvé d'ailleurs par rapport à certaines démarches, l'apprentissage de la lecture, etc. Mais vraiment, à partir de 2 modèles théoriques, d'essayer de voir effectivement ce qui fonctionne. Alors, pour moi, le modèle théorique qu'il y a derrière, c'est quand même le modèle socio-constructiviste, c'est-à-dire qu'il faut effectivement, tant que l'on peut, essayer de faire travailler des élèves en groupe, sauf que c'est plus compliqué avec les élèves handicapés ou avec les élèves en difficulté scolaire, parce qu'effectivement, il manque d'habileté sociale. Donc, ça devient un objectif. Mais quand même, c'est là que ça fonctionne le plus et le mieux, d'essayer de les faire travailler ensemble et d'avoir une position de l'enseignant qui est plutôt une position de médiation, c'est-à-dire de facilitation en fait, des apprentissages, plus que de transmission. Elle arrive, bien évidemment. Mais voilà, on le dit, pour ces élèves en difficulté scolaire, il faut déconstruire leur représentation, déconstruire des stratégies, par exemple des stratégies de lecture qui sont très ancrées et qui de toute façon ne fonctionnent pas. Mais voilà, ils continuent à les appliquer et il faut cerner en fait pourquoi ils n'arrivent pas à lire. Hein. Bon, par exemple, dans l'enquête de Roland Guagou, il disait très bien que si on présente un texte à des élèves, texte un peu long, hein, et avec les questions au bout, ils vont zapper le texte et ils vont aller aux questions. Il faut se débarrasser du texte parce que c'est compliqué. Donc voilà, il y a quand même, si vous voulez, à s'appuyer sur un certain nombre de voilà, sur de la recherche, sur des stratégies d'enseignement, mais au final, voilà, on a quand même quelque chose qui doit permettre l'expérimentation pédagogique, mais analysée. Il n'y a pas de méthode, de démarche pédagogique qui vont fonctionner à tous les coups parce que chaque élève a un profil extrêmement différent. Donc, et chaque élève apprend différemment.
Donc c'est ça qui est important en fait, à réussir à cerner, c'est la façon dont ils apprennent. Et ça aussi, c'est un défi. Alors, par exemple, les enseignants spécialisés connaissent des pratiques, notamment l'entretien d'explicitation, qui va permettre, là on est un petit peu technique, je suis désolé, mais qui va permettre en fait à travers effectivement l'explicitation de la façon dont l'élève a résolu une tâche, de voir au moment où ça a fonctionné. Hein, quand on lui pose la question comment ça fait, voilà. S'il est en capacité d'ailleurs, ou on peut le dire par d'autres biais, on peut voir ses schémas, on peut voir ce qu'il a écrit, etc. De façon à voir l'endroit où ça. Voilà, ça. Alors, je vais quand même. Je vais pas aller. Je vais continuer à l'heure. Il y a de la marge. Effectivement, j'ai de la marge. Oui. Donc, je vais essayer de un petit peu, mais voilà. Donc, je vous le disais, effectivement, cette approche socio-constructiviste, il me semble qu'elle est quand même à privilégier. Mais alors, voilà, il se pose la question de toute façon pour les enseignants spécialisés de la composition des groupes. Et ça aussi, c'est, j'allais dire, dans les modalités de travail. Je suis assez souvent, d'ailleurs, comme Jean-Yves Cartonneau, de jury de KPI. Et c'est vrai que spontanément, en fait, les enseignants, quand ils passent cette épreuve de certification, qui est une épreuve en classe, hein, voilà, il y a une séance de 45 minutes, on voit des groupes. On voit un groupe, ça c'est sûr, c'est assez, j'allais dire, c'est assez classique. Voilà, il y a une première partie un peu déclarative de l'enseignant, un travail de groupe, après une remise en commun, etc. Mais vraiment, la question première, c'est pourquoi, comment on a composé ces groupes. Alors, quand on dit groupe de besoins, donc c'est aussi la question pour des élèves qui ont une certaine hétérogénéité, parce que c'est ça qui est intéressant dans un groupe, justement, que chacun puisse travailler ses compétences et puis être aussi dans des rôles, parce que c'est aussi ça, peut-être, hein, le fait de travailler en groupe. Et l'intérêt de travailler en groupe. De façon aussi à réintroduire l'élève dans des compétences psychosociales, travailler ensemble, etc. Donc voilà, il y a des modalités d'enseignement qui vont permettre en fait les interactions dans les groupes et qui sont voilà, certainement les plus pertinentes, les deux les plus difficiles à mettre en place au sein des classes de CEPA, mais pas que, hein, au sein des classes qui accueillent des jeunes avec des besoins éducatifs particuliers. Je voulais maintenant faire un lien entre l'adaptation et l'inclusion, et puis essayer de dire qu'il y a quelque chose qui est vraiment important à travers l'image que véhicule la CEPA. D'ailleurs, dans le rapport que je vous ai cité tout à l'heure, on dit bien que les professeurs lycée et collège, mais alors peut-être qu'on pourrait déporter cette réflexion sur l'école par rapport aux élèves en difficulté scolaire, c'est-à-dire qu'ils ont quand même une représentation des élèves qui ne les incite pas quelque part à faire des inclusions, hein, ou à intervenir sur la SECPA. Donc, et le rapport, il est très clair là-dessus et très instructif. Il dit qu'à partir du moment où les professeurs de collège au sein d'une SECPA vont intervenir, et je pense que peut-être les collègues directeurs de SECPA en formation pourront aussi témoigner, le rapport s'inverse assez vite, c'est-à-dire qu'ils apprennent à connaître les élèves, ils mettent de côté leur représentation, et puis ils vont aussi participer à la mise en place de dispositifs inclusifs pour les élèves de SECPA. Parce que voilà, on est quand même dans une structure à part du collège, c'est pas à Z. C'est vraiment, voilà, c'est une structure avec 4 classes de division et qui pourrait travailler de façon complètement étanche par rapport au collège, sans qu'effectivement, un, il y ait d'intervention des professeurs du lycée et du collège, mais deux, aussi, qu'il y ait des dispositifs de type co-intervention entre un professeur de lycée, un PLC, et puis un enseignant spécialisé. Et là, c'est tout à fait intéressant de voir entre le spécialiste de la discipline et puis plutôt le spécialiste de la pédagogie, sans séparer en fait les tâches, mais comment on peut co-construire une séance, comment on peut aller vers un co-enseignement plutôt qu'une co-intervention,
où l'un fait quelque chose et va s'occuper des meilleurs, et l'autre sera un peu plus rapide, et l'autre des plus faibles, enseignant spécialisé pour les plus faibles, et puis le PLC pour les meilleurs. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'arriver à quelque chose d'autre. C'est-à-dire, peut-être qu'à un moment, effectivement, il y aura cette répartition dans les groupes, mais voilà, on construit ensemble une séance qui va permettre d'envisager en fait l'adaptation des supports, l'adaptation de l'évaluation, l'adaptation aussi de la consigne, parce que c'est tout ça la chose la plus importante. Moi, quand je suis juriste de KPI, je suis extrêmement attentif à la consigne, à la façon dont elle est claire, accessible aux élèves et partagée. Je reviens un petit peu à ce que vous disiez tout à l'heure sur cette réciprocité, hein, elle est intégrée en fait par les élèves. Donc ça, voilà, moi je pense que c'est les enseignants spécialisés, qui soient enseignants spécialisés de PIS, du LIS, de SECPA, etc., sont des ressources importantes pour les enseignants en général. Et là, je vais juste dire que dans la certification du KPEI, existe donc le certificat d'aptitude justement pour l'école inclusive, et existe maintenant une épreuve tout à fait intéressante, qui s'appelle Personne Ressources, qui va faire en sorte que l'enseignant spécialisé, il va montrer voilà, cette épreuve où il va présenter en fait une action de formation, une action de sensibilisation qu'il a menée auprès de ses collègues, auprès de partenaires, etc. Et c'est tout à fait intéressant parce que quelque part, ça les initie un petit peu à ce travail d'expertise, mais d'expertise auprès des professionnels. Et là, c'est aussi un constat général, c'est-à-dire que je pense que l'avenir, enfin, du moins une partie de l'avenir des enseignants de SECPA, ça va ne plus être dans une aide directe auprès des élèves, mais beaucoup plus en fait dans une aide, dans un soutien au niveau des professionnels de l'école. Parce que, évidemment, ça a toujours existé quelque part. Maintenant, c'est formalisé dans une épreuve qui est tout à fait intéressante. Et au-delà de ça, les enseignants spécialisés voilà, disposent maintenant quand même de beaucoup plus d'outils. Tout à l'heure, je vous citais le café école inclusive, mais voilà, il y a beaucoup plus de ressources que ça. Et que ce qui est vraiment important, c'est ce partage en fait avec les enseignants ordinaires, quels qu'ils soient. Donc là, la première chose, effectivement, qui est décisive dans un collège pour que des pratiques inclusives se développent, c'est aussi la présence d'enseignants spécialisés titulaires d'une certification, quelle qu'elle soit. Ça, on voit bien que c'est déterminant. La deuxième chose, c'est aussi que dans un collège où il y a une SECPA, il y a un directeur de SECPA. Donc, le directeur de SECPA, il est avant tout un enseignant spécialisé, donc il a des compétences d'un enseignant voilà, qui est formation pour pays. Mais en même temps, voilà, il a aussi une position bien particulière au sein du collège, c'est-à-dire qu'il fait partie, débat là-dessus, de l'équipe de direction, c'est-à-dire que les pratiques inclusives, elles s'appuient aussi sur une organisation différente du collège. Mise en barrette, par exemple, de façon à ce que des élèves de SECPA aient au même moment leur histoire G que d'autres sixièmes, qui permettent de mixer les élèves, voire de faire de l'intervention. Donc là, c'est quelque chose qui est éminemment pédagogique, mais qui passe par des moyens et une organisation. Donc les collègues, hein, d'ailleurs certains d'entre eux ont des fonctions très proches en fait des principaux. Donc c'est vraiment une ressource extrêmement importante. Un, bien sûr, pour les enseignants et notamment les professeurs de ces collèges, mais deux, justement pour les personnels de direction, parce que voilà, ils vont pouvoir mettre au service leur expertise pour justement mettre en avant des dispositifs inclusifs. Voilà. Donc, je vais terminer quand même. Il y a quelque chose que je vais peut-être ajouter à cette conférence qui m'a toujours intrigué, qui m'a toujours posé des questions. C'est la question du projet des élèves. Et actuellement, je trouve que dans la dernière circulaire sur les SECPA, on parle d'un projet personnel de l'élève, on ne va pas plus loin. Et là, je pense que c'est assez étonnant par rapport aux autres élèves à besoins éducatifs particuliers où l'élève handicapé va avoir un projet personnalisé de scolarisation, un PPS. Les jeunes avec des spécificités du langage d'apprentissage ont un projet particulier. On va retrouver des PPRE en milieu ordinaire pour traiter un petit peu des difficultés scolaires, mais rien du tout pour les élèves
précédemment, existait effectivement un projet qui était plus un projet d'orientation. C'est un projet individuel de formation et d'orientation. Toujours est-il que quand ça existe au niveau de la SECPA, c'est quelque chose qui va plutôt concerner le projet d'orientation, le projet effectivement de formation professionnelle, et c'est dans l'ordre, et puis le projet professionnel. Donc voilà, c'est très réducteur et c'est souvent juste porté par les professeurs de lycée professionnel et que effectivement les enseignants spécialisés n'ont pas tellement accès à ce projet. Et je trouve tout à fait intéressant pour des élèves de SECPA qu'ils aient effectivement un projet qui va notamment pointer, par exemple, à partir des lacunes et puis des difficultés qu'on a identifiées, c'est comme ça que c'était indiqué dans la précédente circulaire, les actions pédagogiques qu'on va mettre en place. Parce que ça, c'est un repère, en fait, c'est un repère pour tous, c'est-à-dire qu'on voit que ça fait blocage, par exemple l'accès à la lecture, et tout le monde va participer, effectivement, aussi bien les enseignants spécialisés que les enseignants du collège, à justement essayer d'accroître les compétences de l'élève en lecture. Mais au-delà de ça, il y a de plus en plus de pratiques qui se développent parce que ce projet, il faut aussi qu'il soit un outil vraiment pour l'élève. Et là, moi, je suis assez attentif au fait que, quelque part, le jeune s'approprie son projet. Alors, il existe, pour ceux qui sont en collège, des outils numériques, comme par exemple Audio, une sorte de portefeuille qui va en fait, compiler en fait, des parcours d'évaluation, etc. Mais je pense que là aussi, de façon à ce que l'élève se repère dans son parcours au sein du collège, c'est vraiment très important qu'il ait un document à lui qui va lui permettre d'évaluer notamment ses progrès ou les progrès qu'il a à faire. Donc là, je parle vraiment des progrès sciemment. Donc, moi, j'invite, peut-être que voilà, pendant la formation des directeurs, on reviendra largement sur cette question-là, mais effectivement, aussi bien pour les équipes que pour les élèves, ce projet personnalisé, enfin, on l'appellera comme on veut, c'est, à mon sens, un élément déterminant pour l'élève qu'il puisse se situer dans sa progression, dans ses apprentissages. Voilà. Alors, effectivement, dans cette conférence un petit peu au pas de course, j'ai pris le prisme de la SECPA pour essayer assez rapidement de brosser donc un portrait d'élève et puis à partir de cela, effectivement, de dire qu'il y a quand même certains gestes professionnels qui doivent être conscientisés à travers une médiation qui leur permet de rentrer dans les apprentissages. Mais c'est vrai aussi pour des élèves en situation de handicap, face à une ULIS ou à une CLIS, voilà, ou vous, si dans les classes que vous aurez en charge, vous n'êtes pas attentif effectivement à cet enrôlement dans la tâche des jeunes qui sont en difficulté, ou en situation de handicap, voilà, les élèves seront en dehors en fait, de leur apprentissage, parce que c'est ça, c'est leur apprentissage. Donc voilà, moi, s'il y a effectivement quelque chose à partir de cette spécification des élèves, peut-être à retenir de cette conférence, et c'est vraiment cette question de voilà, comment on les fait rentrer dans les apprentissages. Après, le reste, bien évidemment, il faut agir pédagogiquement. Mais, et là, c'est pour ça que je mets peut-être un petit peu ça en dehors de la pédagogie ordinaire, geste de médiation. Et il me semble que c'est un geste particulièrement important pour l'enseignant spécialisé. Voilà. Et puis, bon, je pense que vous l'avez remarqué, je suis en fin de carrière, donc 42 ans d'ASH, donc ça fait beaucoup. Mais toujours est-il que je suis un vrai défenseur de la SECPA. Alors, je ne suis pas un vrai défenseur de la structure SECPA. Par contre, je suis un vrai défenseur, j'espère. J'ai essayé de mettre les 20 dernières années à se servir de cela, notamment pour la formation des directeurs de SECPA. Et je suis un vrai défenseur de la valeur ajoutée des professionnels de la SECPA. Après, la façon dont ça s'organisera au service de l'école inclusive, c'est évident que la SECPA doit évoluer. Il ne faut pas rester dans quelque chose qui est cloisonné, parce que déjà, pour les élèves, c'est leur fermer des portes, évidemment. Mais je pense que voilà, la SECPA, elle doit évoluer. Elle doit évoluer vers voilà, des modalités dont j'ai parlé, de points d'intervention, d'échange de pratiques, de soutien des professionnels dans leur pratique professionnelle, etc. Mais que c'est un outil indispensable, et là je dis bien au service du collège, pas juste au niveau de la SECPA.
Et c'est en cela que l'évolution, à mon avis, voilà, la dernière circulaire date de temps pour les SECPA. Il y a une sixième inclusive, c'est-à-dire qu'il y a une préorientation en fait, de sixième et de fin de sixième en essayant de mettre en place, les collègues directeurs de secteur en formation qui haussent les sourcils, mais parce que c'est des choses qui sont expérimentées à mettre en place, avec voilà, des vraies décisions d'équipe, mais que voilà, il faut effectivement cette préorientation en sixième avec un mixage des populations de sixième ordinaire et de sixième de SECPA mis en place. Bon, la question se pose sur la cinquième. Et puis sur effectivement le fait d'étendre cette modalité en fait de fonctionnement et d'enseignement à l'ensemble du collège, parce que effectivement c'est une vraie richesse dans un collège d'avoir une équipe constituée d'enseignants spécialisés, d'un directeur et pas non plus les professeurs de lycée professionnels qui ont aussi cette bonne expertise en fait des élèves en grande difficulté scolaire. Donc voilà, c'était un petit peu mon credo militant hein, pour la SECPA, parce que voilà, moi, ça fait peut-être une vingtaine d'années qu'on parle de disparition de la SECPA. Je pense plutôt à une transformation de la SECPA. En même temps, la SECPA, c'est un dispositif, enfin, c'est une structure de ségrégation. Hein. Elle peut l'être. Hein. Et puis, elle est unique hein, en Europe, à part les Allemands qui ont des Realschule, où là, très rapidement, on va faire des études courtes et puis aller vers la voie professionnelle, même si on va encore parler aussi de la voie professionnelle et de ses qualités. Mais c'est très rare, en fait. Moi, j'ai pas mal fait de projets européens, donc majoritairement, ça n'existe pas, ça. C'est-à-dire que oui, peut-être il y a des structures, des dispositifs spécifiques pour les élèves en situation de handicap, mais pour ces élèves un peu à la marge, eh bien, ils sont avec les autres élèves. Donc, c'est quelque chose qui est très, très spécifique, qui a permis de développer quand même une vraie culture, une vraie expertise des enseignants spécialisés et des directeurs. Mais voilà, on va forcément vers autre chose et il s'agit maintenant de penser cette autre chose. Voilà, donc écoutez, je suis arrivé au bout de ma conférence. Je suis passé assez vite sur certains points parce que moi, je souhaite effectivement qu'on puisse échanger un petit peu pendant le temps qu'il nous reste sur la connaissance de la SECPA, même sur la connaissance du champ du handicap, sur vos pratiques, vos interrogations, etc. Donc,